différents éléments-là. Aujourd'hui, il y a un processus qui permet de produire les différents éléments figurés du sang. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Donc, ce sera notre premier cours, c'est-à-dire de savoir comment est produit les éléments figurés du sang. C'est-à-dire, quand on vous dit un globule rouge, qui est un élément terminal, donc l'ensemble des processus qui vous permettent, à partir d'une cellule souche hématopoïétique, c'est-à-dire la cellule initiale, la cellule mère, de produire des cellules filles qu'on appelle les érythrocytes. L'ensemble de ce processus-là constitue un processus incorporé dans le processus global qu'on appelle l'hématopoïèse. Donc aujourd'hui, on va apprendre l'hématopoïèse, c'est-à-dire comment on obtient les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc c'est une généralité sur l'hématopoïèse, bien entendu. Aujourd'hui, on va voir l'hématopoïèse de manière globale, mais on va aborder dans les cours à venir chaque processus permettant d'obtenir une cellule particulière, c'est-à-dire le processus permettant d'obtenir un globule rouge, on appelle ça l'érythropoïèse, qui sera abordé indépendamment. Donc voilà, le cours d'aujourd'hui, c'est intitulé l'hématopoïèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus hématologiques, c'est-à-dire physiologiques, parce que c'est un processus normal qui permet d'obtenir les cellules, c'est-à-dire les éléments figurés du sang. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, professeur. OK. Merci beaucoup. Donc, à l'issue de ce cours, l'étudiant doit pouvoir définir l'hématopoïèse. Le siège de l'hématopoïèse en fonction de l'âge et décrire le déroulement de l'hématopoïèse et citer les facteurs de régulation de l'hématopoïèse. Et pour cela, nous allons suivre ce plan, c'est-à-dire 1, les généralités, ensuite aborder les sièges de l'hématopoïèse, c'est-à-dire quels sont les sites de l'organisme dans lesquels la production des éléments figurés du sang se produit. Professeur, on vous attend pas. C'est parti. Excusez-moi, et c'était parti parce qu'il y avait coupure d'électricité et le Wi-Fi s'était arrêté. Ah, d'accord, merci. D'accord. Donc, on est revenu. Voilà le plan que nous allons adopter. On va commencer par la généralité. Étudier les sièges de l'hématopoïèse, c'est-à-dire les endroits du corps durant lesquels l'hématopoïèse se produit. Le déroulement de l'hématopoïèse, c'est-à-dire les processus étape par étape qui vous permettent de partir d'une cellule mère vers une cellule mature. Et en cas de régulation de l'hématopoïèse. Vous pouvez fermer les micros pour les gens qui ne l'utilisent pas. Et enfin, conclusion. Donc, définition de l'hématopoïèse. L'hématopoïèse est l'ensemble des phénomènes qui concourent à la fabrication et au remplacement continu et régulier des cellules sanguines. Qu'est-ce que ça veut dire? Les globules rouges arrivent à un certain moment, c'est-à-dire à maturité, et ils meurent. Donc, ils ont besoin d'être remplacés par des globules rouges jeunes. Donc, c'est un phénomène continu. Et régulier, c'est-à-dire si l'organisme a besoin
d'un nombre tel de globules rouges, on a besoin que ce nombre soit respecté. Si l'organisme en produit beaucoup plus, c'est un problème. Lorsqu'il en produit peu également, c'est un problème. Donc, quand on en produit beaucoup, c'est ce qui se passe dans les processus malins ou bien dans les cancers. Et quand on en produit peu, c'est ce qu'on observe dans les anémies. Ça, c'est dans le cadre de la ligne rouge, c'est-à-dire dans le cadre des globules rouges. Donc, la production est régulée. Il faut avoir un nombre qui respecte la physiologie, c'est-à-dire la fonction normale de l'organisme. Donc, voilà comment se déroule l'hématopoïèse. Donc, l'hématopoïèse comprend deux grands groupes de cellulaires ou bien deux grands compartiments. Il y a la lymphopoïèse qui permet de donner des lymphocytes et la myélopoïèse qui permet de donner l'ensemble des autres cellules. Donc, tous les lymphocytes sont issus de la lymphopoïèse et toutes les autres cellules sont issues de la myélopoïèse. Donc, on a l'érythropoïèse qui permet à terme de fabriquer des globules rouges, la granulopoïèse qui permet de fabriquer ce qu'on appelle les granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Et ces cellules-là, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on les appelle des granulocytes? Ou personne ne sait? Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ces cellules des granulocytes? Monsieur. Oui. Parce qu'il y a des grains dans le plasma, dans le liquide. Non, pas dans le liquide, mais dans le cytoplasme de ces cellules, il y a des grains, il y a des granulations. C'est pourquoi ces cellules en particulier, on les appelle des granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Après, il y a la monocytopoïèse qui permet à terme de donner les monocytes et la thrombopoïèse qui permet à terme de donner les thrombocytes. Donc, il y a l'hématopoïèse qui est divisée en lymphopoïèse et en myélopoïèse. La myélopoïèse permet de donner toutes les cellules sauf les lymphocytes et les lymphocytes sont issus de la lymphopoïèse. Donc, à terme, c'est la moelle osseuse qui fabrique, c'est-à-dire l'usine de départ où est fabriquée les cellules sanguines, c'est-à-dire les précurseurs, les cellules souches et autres, c'est au niveau de la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse est composée de 60% de cellules granuleuses, 25% de cellules érythroïdes, 10% de lymphocytes et 3% de plasmocytes et des cellules mégakaryocytaires qui sont à 0,5%. Ça, c'est la composition en cellules hépatopoïétiques de la moelle. On dit encore composition cellulaire de la moelle hématopoïétique. Donc, ces chiffres sont très importants parce qu'il y a certaines analyses qu'on appelle surtout le médullogramme qui permet d'analyser la moelle osseuse afin de définir sa cellullarité. Si vous voyez des chiffres qui sont largement différents par rapport à ces chiffres-là, ils peuvent être associés à une pathologie, c'est-à-dire à une maladie particulière. C'est pourquoi cet équilibre doit être respecté pour une santé de la moelle hématopoïétique. Donc, le schéma général de l'hématopoïèse, on vous a dit que suivant le cheminement, on a la cellule souche hématopoïétique qu'on va voir plus tard dans les détails. Cette cellule souche va donner naissance à un progéniteur et ce progéniteur va donner naissance à un précurseur. Ce précurseur va enfin donner naissance à la cellule mature et dès l'instant que les cellules sont matures, ces cellules vont passer dans le sang. Donc, ici, vous avez les cellules souches qui donnent naissance aux progéniteurs et parmi les progéniteurs, il y a deux grands groupes. Il y a les progéniteurs de la ligne myéloïde, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'hématopoïèse était divisée en deux parties, la ligne myéloïde et la ligne lymphoïde. Donc ici, vous avez des progéniteurs de type myéloïde et des progéniteurs de type lymphoïde.
Maintenant, ces progéniteurs vont donner naissance à des précurseurs. Par exemple, ici, vous avez des précurseurs. Le proérythroblaste, c'est le précurseur qui va donner naissance à l'hématie. Le myéloblaste, c'est le précurseur qui va donner naissance aux polynucléaires, que ce soit les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles ou basophiles. Il y a le monoblaste qui va donner naissance aux monocytes, le mégacaryoblaste qui va donner naissance aux plaquettes. Maintenant, ici, pour la ligne myéloïde, le précurseur, c'est le lymphoblaste, et le lymphoblaste va donner naissance aux lymphocytes. Donc, voilà. Tout ça, c'est les différentes cellules, comment ils se succèdent. Maintenant, il y a plusieurs processus. Lors du passage des cellules, de la cellule souche hématopoïétique jusqu'au niveau des précurseurs, il y a un phénomène de multiplication. Donc, la cellule souche se multiplie pour donner naissance également à des progéniteurs. Dans cette situation, il y a une multiplication cellulaire. Les progéniteurs également se multiplient et les précurseurs aussi. Toutes ces cellules sont caractérisées par une multiplication qui est assez importante. Oui. Oui. Le diapositive ne bouge pas. J'entends pas. Allô? Allô, oui. Le diapositive ne bouge pas. Ah, d'accord. Vous êtes resté sur la composition cellulaire. OK. Est-ce que c'est bon? Si, c'est Bien, c'est toujours pas. Non, c'est bon. C'est bon. Schéma général de l'hématopoïèse. Ah, est-ce que vous n'allez pas redémarrer pour voir? Oui, c'est chez lui le problème. Parce que nous, depuis tout à l'heure, moi, ça a marché. Ça a marché maintenant. Et se reconnecter. D'accord. Ça a marché. OK. Et maintenant, ça va. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes sur le diapo schéma général de l'hématopoïèse. Oui, monsieur. Oui, professeur. D'accord. OK, il n'y a pas de problème. Donc là, je reviens sur l'explication. Donc, il y a un enchaînement. On part de la cellule souche hématopoïétique qui va donner naissance aux progéniteurs. Les progéniteurs vont donner naissance aux précurseurs et les précurseurs vont donner naissance aux cellules matures et les cellules matures vont passer dans le sang pour jouer le rôle. Donc ici, la cellule souche va donner naissance aux progéniteurs, mais il y a deux types de progéniteurs. Il y a les progéniteurs de la ligne myéloïde et les progéniteurs de la ligne lymphoïde. On vous avait dit tout à l'heure que l'hématopoïèse est divisé en deux grandes lignes. Il y a la ligne myéloïde et la ligne lymphoïde. La ligne myéloïde permet de donner naissance à toutes les cellules sauf les lymphocytes et les lymphocytes sont donnés par la ligne lymphoïde, donc en particulier le progéniteur lymphoïde. Après les progéniteurs, les cellules vont donner naissance aux précurseurs. Maintenant, les précurseurs sont constitués par le proérythroblaste lorsqu'il s'agit de la ligne rouge, c'est-à-dire des globules rouges, parce que le proérythroblaste va donner naissance à une hématie. Le myéloblaste va donner naissance aux polynucléaires. Le monoblaste va donner naissance aux monocytes et le mégacaryoblaste va donner naissance aux plaquettes. De la même manière, la ligne lymphoïde va donner naissance comme précurseur le lymphoblaste qui, à son tour, va donner naissance aux lymphocytes. Maintenant, tout au long du processus d'hématopoïèse, c'est-à-dire le passage de la cellule souche hématopoïétique à la cellule mature qui ensuite passe dans le sang, vous avez un processus de multiplication qui anime ces cellules-là, à savoir les cellules souches, les progéniteurs et les précurseurs. Alors qu'à partir de la multiplication, vous avez une maturation cellulaire qui accompagne la multiplication, alors que
À partir du précurseur, vous avez qu'une maturation cellulaire qui permet à la cellule d'être mature. Monsieur, On se comprend bien? Oui. ici, vous parlez de multiplication à la place de division cellulaire, ou bien c'est la même chose? La multiplication et la division cellulaire, c'est la même chose. D'accord, merci. Donc, c'est la division cellulaire qui permet d'avoir une multiplication cellulaire. Plus les cellules se divisent, plus les cellules se multiplient. Mais on va revoir ça dans les détails. Donc, la durée de vie des cellules du sang, un globule rouge va vivre 120 jours. Les globules blancs peuvent vivre entre 2 à 10 jours. Et les plaquettes qu'on appelle encore les thrombocytes, ils vivent pendant 10 jours. Donc, c'est pourquoi dans l'introduction, on vous avait dit qu'on a un besoin de remplacement continu. Parce que chaque cellule a une durée de vie très précise. Et lorsque cette durée de vie est atteinte, la cellule meurt et cette cellule a besoin d'être remplacée par des cellules jeunes. Donc, l'hématopoïèse, ça veut dire que la production cellulaire à partir de la moelle osseuse ou bien de n'importe quel autre site de l'hématopoïèse est un processus continu pour respecter l'homéostasie de l'organisme. Parce que toutes les cellules qui meurent ont besoin d'être remplacées. Et les cellules ont une certaine durée de vie qui est constante. Les érythrocytes, c'est 120 jours, donc il faut les remplacer au risque de développer des anémies ou bien d'autres pathologies qui sont liées à une diminution du nombre de globules rouges. On se comprend. Donc, il y a une nécessité de remplacer en permanence les cellules qui arrivent à terme. La production journalière, c'est-à-dire l'organisme produit environ 210 puissance 9 cellules par jour, donc soit 2 millions d'hématies par seconde. De 50 à 110 puissance 9 par jour de leucocytes, mais également 110 puissance 9 par jour de plaquettes. Donc, ce qui fait un total de 28 grammes de sang nouveau qui est produit tous les jours. Donc, c'est un processus continuel et c'est une grande usine de fabrication de cellules, c'est-à-dire des éléments figurés du sang. Et voici le rythme. Donc, chaque jour, 28 grammes de sang nouveau est produit dans l'organisme d'un être humain, en moyenne. Toujours pas de questions. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Vous me suivez parfaitement? Oui, ça va. Cool, alors. Donc, les cellules sont produites au niveau de la moelle osseuse en général. Ça, c'est le site de production qui est la moelle osseuse. Ensuite, le sang, c'est-à-dire les éléments figurés qui composent le sang qui sont produits à ce niveau-là, sont transportés à travers le sang, c'est-à-dire ça passe dans le sang. Et ces éléments sont transportés jusqu'au niveau des tissus qui les utilisent. Donc, c'est la production au niveau de la moelle osseuse, transportée dans les vaisseaux sanguins par le sang, qui les amène jusqu'au niveau des tissus qui en ont besoin. Donc, à partir de là, ces cellules-là vont jouer le rôle fonctionnel. Quel est le rôle des globules rouges? Quel est le rôle des globules rouges dans l'organisme? L'oxygénation. Donc, les globules rouges, c'est le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus et le transport du CO2 et des autres gaz respiratoires des tissus vers les poumons en vue de leur élimination. Donc, les globules rouges jouent un rôle important dans le transport des gaz respiratoires. Et les globules blancs, c'est quoi leur rôle? Défense immunitaire. Ils jouent dans la défense immunitaire. Donc, sont impliqués dans la défense immunitaire. Ils luttent contre les infections et également, ils peuvent lutter contre certains types de cancers. Grosso modo, c'est globalement dans les défenses immunitaires. Et les plaquettes, c'est quoi le rôle? La coagulation. Dans l'hémostase et la coagulation. C'est bien. Les sièges de l'hématopoïèse, ça veut dire où est-ce que se déroule l'hématopoïèse tout au long de la vie. Durant la vie embryonnaire, c'est-à-dire les premières semaines de la vie,
l'hématopoïèse se déroule au niveau de la région para-aortique. Et après, jusqu'à vers 2 mois, cette hématopoïèse est repris par le foie fœtal, c'est-à-dire le foie du fœtus, et au niveau de la rate. Donc, à bout de 2 mois, c'est la rate et le foie qui reprennent, qui sont les sièges de l'hématopoïèse, jusqu'aux alentours de 4 mois. À partir de 4 mois, vous voyez une diminution de l'hématopoïèse au niveau de la rate et au niveau du foie, et qui est repris maintenant par la moelle osseuse, jusqu'à partir de 4 mois, jusqu'à la naissance. C'est-à-dire, durant les périodes de la vie fœtale, il y a toujours une petite production de globules rouges, globules blancs et de plaquettes, c'est-à-dire d'hématopoïèse au niveau de la rate et au niveau du foie fœtal. Mais à partir de la naissance, c'est au niveau de la moelle osseuse exclusivement qui est produit les globules rouges. Donc, retenez bien que dans un QCM, si on vous dit quel est le site de production ou bien quel est le siège de l'hématopoïèse après la naissance ou bien à 12 mois ou bien à 13 mois, c'est exclusivement la moelle osseuse. Maintenant, avant la naissance, il y a également quelques sites de l'hématopoïèse ou bien les questions peuvent être posées dans le sens de est-ce que l'hématopoïèse est prépondérante à 4 mois au niveau de quel site? Ici, c'est au niveau de la rate, mais également au niveau du foie. Donc, ça, c'est des choses comme ça. Donc, durant la vie intra-utérine, ici, c'est la vie intra-utérine, et après, la vie extra-utérine, c'est-à-dire après la naissance. Et durant la vie intra-utérine, c'est le tissu conjonctif jusqu'au niveau du 2e mois. C'est-à-dire jusqu'au 2e mois, vous l'avez ici au niveau de la région para-aortique qu'on appelle encore le tissu conjonctif. Et après, durant la vie fœtale, c'est-à-dire du 2e au 6e mois, donc c'est-à-dire du 2e jusqu'au 6e mois, c'est au niveau de la foie fœtale, mais également au niveau de la rate qui est produit l'hématopoïèse. Et moelle osseuse, à partir du 4e mois, vous avez ici, à partir du 4e mois, la moelle osseuse qui apparaît. Et après la naissance, c'est exclusivement au niveau de la moelle, c'est-à-dire au niveau des os. Donc, à ce niveau, la tissu hématopoïétique correspond au tissu embryonnaire durant toute la vie. Maintenant, chez les rongeurs, la rate est le principal organe hématopoïétique. Donc, l'hématopoïèse, l'une des sièges, c'est au niveau des hypophyses des os longs qui contiennent encore de la moelle osseuse. À ce niveau, c'est un site très actif d'hématopoïèse. Donc, ici, on vous montre, après la naissance, la localisation de la moelle osseuse hématopoïétique. En noir, c'est dans les territoires où on trouve de la moelle osseuse, après la naissance. Maintenant, bien entendu, chez l'enfant, la moelle est plus riche, c'est-à-dire on trouve la moelle osseuse dans des territoires. Oui? Oui? Non, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de question. Donc, chez l'enfant, vous voyez que la moelle osseuse, elle est partout. Donc, vous trouvez de la moelle osseuse. Alors que chez l'adulte, il y a des territoires où ne contiennent plus un grand nombre. C'est-à-dire au niveau des os longs, vous trouvez la moelle osseuse au niveau de l'épiphyse des os longs. Donc ici, on vous donne la localisation de la moelle osseuse hématopoïétique qui est différente selon que l'on est jeune ou bien que l'on est adulte. L'enfant a plus de moelle osseuse comparé à l'adulte. Donc il y a de nombreux territoires osseux qui contiennent de la moelle osseuse. Quand on dit moelle osseuse, ça veut dire qu'ils contiennent également, c'est le site d'une hématopoïèse active. Donc, au niveau du sternum, si vous voyez, la plupart du temps, les examens en rapport avec les examens de l'étude de la moelle osseuse, ça se déroule au niveau du sternum, c'est-à-dire on fait une ponction médulaire au niveau du sternum. La base du crâne également contient de la moelle osseuse, les os iliaques, les vertèbres, les épiphyses des os longs, mais également les maxillaires. Donc, toutes ces zones-là, ce sont des zones qui regroupent de la moelle osseuse. Par conséquent, c'est des sites de production ou bien des sièges où une activité hématopoïétique se déroule. Et les os, c'est-à-dire cette moelle osseuse au niveau des os, représentent 4 à 6% du poids corporel.
Donc, les sièges de l'hématopoïèse, donc ici, on vous donne les différents os, que ce soit les côtes, le fémur, le tibia, les vertèbres, les os iliaques, sternum maxillaire et le crâne. Ici, on vous a dit qu'il y a une richesse en moelle osseuse qui est importante durant la vie, c'est-à-dire lorsqu'on est plus jeune dans la vie, et cette richesse diminue au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Donc, ce qui fait que le siège de l'hématopoïèse également se déplace de certains os pour arriver à certains os qui gardent encore une grande activité hématopoïétique. Par exemple, au niveau du tibia, ici, vous avez la cellularité, les âges. Déjà, à partir de la 20e année, on n'a pratiquement plus de moelle au niveau du tibia, mais également au niveau des fémurs. Donc, la cellularité diminue. Les côtes, également, ça diminue au fur et à mesure pour rester plus ou moins stationnaire à partir de 40 ans. Ici, vous avez le sternum qui contient également de la moelle, donc d'où le siège de l'hématopoïèse se déroule également durant tout ce temps-là, mais qui garde une certaine activité assez élevée à partir de au-delà de 60-70 ans. Il y a les vertèbres, mais également les os iliaques. Donc, c'est une dynamique du processus, c'est une dynamique du déplacement du siège de l'hématopoïèse en fonction des différentes localisations osseuses. Donc, ça, c'est une activité des tissus hématopoïétiques en fonction de l'âge. Donc, tibia et fémur, il n'y a pratiquement plus d'activité hématopoïétique qui se déroule dans ces os-là à partir au-delà de 20 ans. Au niveau des côtes, il garde encore une petite activité hématopoïétique, même au-delà même jusqu'à 70 ans. Le sternum maxillaire, crâne et tout ça qui garde également une activité hématopoïétique assez élevée, même au-delà de 70 ans. Donc voilà l'activité du tissu hématopoïétique au niveau des différents os et en fonction de l'âge. Maintenant, l'un des points, c'était le déroulement de l'hématopoïèse. On va voir tout à l'heure que l'hématopoïèse se déroulait en fonction de différents compartiments. Et ce 4 compartiments. Il y a le compartiment des cellules souches qui sont caractérisées par ce qu'on appelle une totipotence. Les progéniteurs qui sont doués d'une capacité de différenciation. Les précurseurs qui sont doués d'une capacité de multiplication et de maturation. Et les cellules matures, eux, ils passent dans le sang. Donc, on a les cellules souches qui vont donner naissance aux progéniteurs. Les progéniteurs vont donner naissance aux précurseurs et les précurseurs vont donner naissance aux cellules matures. Donc, ici, la notion de totipotence, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que la totipotence? Quand est-ce, disons, qu'une cellule est totipotente? Monsieur, c'est quand elle peut produire tous les autres. Les autres cellules. Elle est capable de produire tous les autres cellules du corps. Quoi? Bon, là, on se limite peut-être, c'est la totipotence hématopoïétique, mais la vraie cellule totipotente, c'est au niveau des cellules embryonnaires qui pouvaient donner naissance à tous les organes et les cellules du sang. Mais ici, la totipotence à son niveau hématopoïétique, c'est la cellule souche qui est capable de donner naissance à l'ensemble des éléments figurés du sang, c'est-à-dire une cellule souche qui peut donner naissance aux globules rouges, globules blancs ou plaquettes. Après, les progéniteurs qui sont doués d'une capacité de différenciation, c'est-à-dire qui sont de différencier pour donner naissance à des cellules filles. Après, il y a les précurseurs qui sont doués d'une capacité de multiplication et de maturation, c'est-à-dire les précurseurs. Et ensuite, ils maturent pour donner naissance aux cellules matures. Et ceci à travers 4 compartiments. Le compartiment des cellules souches, le compartiment des précurseurs, le compartiment des précurseurs et le compartiment des cellules matures. Et ce que vous voyez encore ici, c'est-à-dire avec une composante cellulaire assez complexe, il y a le compartiment des cellules souches qui contient que la cellule souche elle-même. Après, il y a le compartiment des progéniteurs qui contient les progéniteurs précoces et les progéniteurs tardifs. Donc ici, vous avez le CFUS, qu'on appelle le Colony Forming Unit of the Spleen, ou encore la cellule souche qui peut donner naissance à 2 types de progéniteurs. Il y a un progéniteur lymphoïde qu'on appelle encore CFUL, ou Colony Forming Unit lymphoïde, et le compartiment progéniteur myéloïde. Maintenant, ces progéniteurs précoces peuvent donner naissance à plusieurs autres progéniteurs qui sont tardifs.
S'il s'agit de la lignée lymphoïde qui va donner naissance au lymphocyte, le CFUL va donner un progéniteur T ou un progéniteur B. Il peut également donner un progéniteur NK. Et ceci va donner naissance au précurseur, c'est-à-dire un lymphoblaste T ou bien un lymphoblaste B. Maintenant, ces précurseurs, soit ils vont se différencier dans le thymus pour donner naissance au lymphocyte T, qui est la cellule sanguine mature, ou bien ils vont se différencier dans la moelle osseuse elle-même pour donner naissance au lymphocyte B, mais également au lymphocyte NK. Donc, la cellule souche va donner naissance au progéniteur lymphoïde CFUL commun, qui peut donner les progéniteurs T tardif et le progéniteur B tardif. Et le T va donner naissance à travers une différenciation dans le thymus pour donner son précurseur, c'est-à-dire les lymphoblastes. Et ce lymphoblaste T va donner une cellule sanguine de type T. Et lymphoblaste, il peut donner également une cellule sanguine de type lymphocyte NK et les lymphocytes B. Donc, il y a 3 types de lymphocytes. Les lymphocytes T, les lymphocytes B et les lymphocytes NK. D'accord. S'agissant de la ligne myéloïde, donc vous partez de la cellule souche hématopoïétique qui donne naissance au CFU-GEMM, qu'on appelle colony forming unit, granulocyte, érythrocyte, monocyte et macrophage. Donc, c'est une cellule vraiment qui a la capacité de donner plusieurs types de progéniteurs. Donc, il peut donner ici un BFUE, et dans ce cas, le BFUE va donner naissance, quant à lui, au CFUE, et ce CFUE va donner naissance à l'érythroblaste, et l'érythroblaste va donner naissance aux érythrocytes, qu'on appelle également les globules rouges. Ce même CFU-GEM qui est issu de la cellule souche peut donner naissance à ce qu'on appelle un CFU-M, granulocyte et monocyte. Et celui-là peut donner également 2 types de progéniteurs, le CFU-G et le CFU-M. Donc, lorsqu'il s'agit du CFU-M, lui, il va donner naissance au monoblaste et le monoblaste donne naissance au monocyte. Et lorsqu'il s'agit du CFU-G, il va donner naissance au myéloblaste. Le myéloblaste, à son tour, va donner naissance au granulocyte neutrophile. Le CFU-G, il va donner au granulocyte éosinophile, ou bien CFU-EO à éosinophile. Donc ici, vous avez le CFU-GM qui peut donner naissance soit à 2 choses, le G, mais également le M. Et le G peut donner naissance à CFU-G qui donne naissance aux éosinophiles, CFU-EO qui va donner naissance aux céophiles, le CFU-G va donner naissance aux neutrophiles, le CFU-B va donner naissance aux basophiles par l'intermédiaire toujours de myéloblastes. Et le CFU-GEM, à son tour, peut donner naissance également au CFU-MK qui va donner naissance aux mégakaryocytes. Et les mégakaryocytes vont donner naissance aux plaquettes. Donc, voilà grosso modo comment ça se passe dans l'hématopoïèse. Mais chaque lignée que vous voyez ici, on va étudier ça en détail pour savoir les soubassements moléculaires, les interactions chimiques et tout ça qui va dans. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Au niveau du CFUG, au niveau du CFUG, EMM. Ici, il y a le CFU-GEMM, colony forming unit, granulocyte, érythrocyte, monocyte et macrophage. Lui, il a la capacité de donner un autre progéniteur qu'on appelle le BFUE. Le BFUE va à son tour donner le CFUE, colony forming unit, érythrocyte, alors qu'ici c'est birth forming unit, mais on va voir ça dans les détails. Et celui-là va donner naissance à l'érythroblaste. L'érythroblaste, à son tour, va donner l'érythrocyte, c'est-à-dire le globule rouge. Ici, vous avez le CFU-GM. Ce CFU-GM va donner le CFU-M d'un côté, ou bien le CFU-G, CFU-EO, CFU-baso, c'est-à-dire les granulocytes. Les granulocytes qui sont composés par le CFU-G, EO et baso.
Par contre, il y a également le CFUGM qui a la possibilité de donner directement ça également. Soit c'est CFUM ou bien le CFUG, CFUEO, CFU BASO. Maintenant, ce CFUG, lui, ça c'est le progéniteur et le précurseur qui va avec, c'est le myéloblaste. Ici également, c'est le myéloblaste. Ici également, c'est le myéloblaste. Donc, c'est le myéloblaste. Toutes ces cellules, ils vont donner naissance à des myéloblastes. Mais c'est des myéloblastes qui sont orientés vers telle ou telle cellule. Maintenant, le CFUG va donner naissance au myéloblaste et le myéloblaste va donner naissance au granulocyte neutrophile, c'est-à-dire au polynucléaire neutrophile. Ici, vous avez également le CFU qui va donner naissance à le CFU-EO, c'est-à-dire éosinophile, qui passe à travers son précurseur, c'est le myéloblaste, et le myéloblaste va donner naissance au granulocyte éosinophile. Le CFU baso va donner naissance au myéloblaste, et le myéloblaste donne naissance au granulocyte basophile. Ensuite, le CFU-MK, mégakaryocyte, qui donne naissance aux plaquettes. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Dans tous les cas, on va revenir ça dans les détails pour chaque type cellulaire. Vous allez mieux comprendre. Ça, c'est une vue d'ensemble de l'hématopoïèse. Okay. Donc ça, c'est le schéma habituel que les gens projettent toujours quand ils apprennent l'hématopoïèse. C'est-à-dire, c'est ce qui vous permet de mettre en évidence l'existence d'une cellule souche. Donc la cellule souche, comme on l'a défini tout à l'heure, c'était la cellule qui était capable de donner l'ensemble des cellules, des éléments figurés du sang. C'est la cellule mère, la cellule initiale. Maintenant, pour savoir quel est le rôle et l'existence d'une cellule souche hématopoïétique, un célèbre hématologue qu'on appelle Thiel, mais également accompagné d'une autre personne qu'on appelle McCulloch, Thiel et McCulloch, ils ont fait une expérience en 1961 qui leur a valu plus tard le prix Nobel de médecine. Donc, en premier lieu, ils ont pris des souris qu'ils ont fait subir une irradiation à dose létale, c'est-à-dire une irradiation qui était capable de les tuer. Et lorsque les souris sont irradiées, c'est-à-dire ils ont soumis sur une irradiation, c'est-à-dire avec des composés radioactifs, les souris sont aussitôt mortes par destruction du tissu hématopoïétique. Quand on parle de l'irradiation permet de détruire le tissu hématopoïétique, ça permet ce qu'on appelle une myéloablation. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Donc, ils ont irradié et les souris sont mortes par destruction du tissu hématopoïétique. En deuxième position, ils ont irradié, c'est-à-dire par dose létale. Toujours, ils ont fait la même chose. Mais après l'irradiation, juste, ils ont fait une injection de moelle osseuse homozygote. Et lorsqu'ils ont fait une injection de moelle osseuse, donc les animaux ne sont pas morts, ils ont survécu, c'est-à-dire ils ont dépassé. Donc il y a une reconstruction de toutes les lignées des cellules hématopoïétiques. Ici, les lignées des cellules hématopoïétiques, tout était détruit, mais quand ils ont injecté de la moelle, ils se sont autres que. Donc il y a une reconstitution. Donc ça veut dire que la moelle qui a été injectée contenait des cellules souches qui étaient capables de reconstruire l'ensemble de l'hématopoïèse chez la souris irradiée. Donc c'est à partir de ce constat qu'ils se sont rendus compte que de la découverte de la cellule souche hématopoïétique, donc c'est-à-dire de l'existence de cette cellule souche dans la moelle osseuse hématopoïétique des individus d'une manière générale, ce qui leur a valu un prix Nobel de médecine. Donc les découvertes c'est-à-dire avant, c'était. Aujourd'hui, on a de moins en moins de découvertes dans la science parce que ce qui vous permettait de faire une découverte dans le passé ne vous permet plus de faire une découverte aujourd'hui. Parce que la science est beaucoup plus complète, les découvertes sont beaucoup plus difficiles. Parce qu'avant, il suffisait de faire une constatation pour pouvoir faire une découverte. Monsieur? Oui. Par exemple, la modification des cellules du sang se trouve au niveau des gènes. C'est à cause des gènes qu'on a une modification des cellules sanguines. Est-ce qu'une injection de moelle osseuse peut rectifier ça? Je comprends pas ce que tu dis, que c'est au niveau des gènes qu'on a une modification des cellules sanguines. Qu'est-ce que vous pouvez donner un exemple pour que je puisse comprendre ce que vous voulez dire?
par exemple, la drépanocytose. D'accord. Est-ce que si on effectue, par exemple, une injection de moelle, ça peut résoudre le problème? Oui. Ça résout le problème en partie. D'accord, je comprends ce que vous dites. Vous dites que l'anomalie génétique qui est responsable de la drépanocytose se trouve au niveau du génome de l'individu. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, puisque cette anomalie se trouve au niveau du génome de l'individu, donc maintenant, il faut faire une irradiation. C'est l'irradiation, c'est-à-dire l'expression phénotypique se trouve au niveau de la cellule souche hématopoïétique, ou en l'occurrence au niveau des progéniteurs les plus proches. Maintenant, ce qu'ils ont fait ici, l'irradiation, on le fait également chez des patients, on appelle ça la myéloablation. La myéloablation, son rôle, c'est de détruire l'ensemble des systèmes hématopoïétiques, y compris les cellules souches. Quand vous le détruisez et que maintenant vous transplantez l'individu avec des cellules souches qui ne contiennent pas l'anomalie. Parce que l'anomalie génétique était exprimée au niveau de la cellule souche, c'est pourquoi tous les descendants avaient, c'est-à-dire tous les éléments figurés avaient également cette anomalie génétique. Maintenant, si vous transplantez, c'est-à-dire la greffe de moelle, il consiste à transplanter l'individu maintenant avec des cellules souches qui sont non drépanocytaires, c'est-à-dire qui ne portent pas l'anomalie génétique. Maintenant, ces cellules souches vont prendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prise de greffe, ils vont s'asseoir au niveau de la moelle osseuse. Et dans ce cas, ils vont commencer à produire des cellules souches qui sont des cellules souches normales, c'est-à-dire qui ne portent pas l'anomalie génétique. Et ceci a été essayé dans la drépanocytose, mais également dans d'autres maladies hématopoïétiques comme la thalassémie et autres. Et ça règle en partie le problème parce que ces globules rouges qui ne portent pas l'anomalie génétique vont rentrer en compétition avec les globules rouges qui portent l'anomalie génétique et normalement, ils vont avoir un avantage génétique sur ces. En partie, ça règle le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a tout un tas de méthodes autour de la thérapie cellulaire, mais également autour de la thérapie génique, qui sont basées exactement sur ce principe et qui permettent de résoudre le problème dans les maladies génétiques de l'hématopoïèse. On l'a fait même au niveau des cancers, mais peut-être quand vous poussez un peu dans la spécialité, vous pouvez comprendre comment est-ce que les choses se passent. Mais dites-vous que oui, cette anomalie génétique permet à terme d'exprimer une malformation au niveau des globules rouges. Donc, si vous remplacez la cellule souche malade par une cellule souche normale, vous retrouvez avec une correction hématopoïétique. D'accord. Monsieur? Oui. Oui? Vas-y. Non, vas-y. Bon, en fait, la deuxième question, c'est depuis tout à l'heure, vous parlez de la fabrication et du remplacement continu des cellules de sang. Mais concernant aussi le liquide ou veine de sang, c'est-à-dire le plasma, est-ce qu'elle est remplacée ou bien elle est simplement purifiée? Elle est purifiée, c'est comme le liquide, c'est comme le liquide osmolaire, tout l'ensemble des liquides corporels. Quand vous buvez et autres, les liquides que vous avez, ce sont les liquides corporels qui renouvellent ça à travers l'urine, à travers les fonctions d'épuration du sang et autres. C'est à ce moment-là que ce liquide également est épuré par au niveau rénal, tout ça. D'accord, merci. Donc, vous avez appris la physiologie par rapport au sang, la lymphe et tout ça. Donc, ça se renouvelle à travers les phénomènes d'épuration du sang et de la lymphe. Docteur. OK, oui. Et si nous faisons une irradiation à dose létale chez un être vivant, comme l'homme par exemple, il faut combien de temps pour que la personne rende l'âme avant qu'on injecte la moelle osseuse qui est au mandible? OK. Vous comprenez que les globules rouges, quand vous faites une irradiation corporelle totale,
Chez l'homme, on ne fait pas une irradiation corporelle totale parce que c'est assez risqué. On peut le faire chez l'animal. Mais chez l'homme, on fait ce qu'on appelle une myéloablation, c'est-à-dire ce qui permet une destruction au minimum de l'hématopoïèse. Maintenant, si vous détruisez l'hématopoïèse de l'homme au minimum, vous le mettez dans des conditions qui permettent de maintenir leur fonction vitale. C'est pourquoi le principe est assez simple, mais dans la pratique, c'est très compliqué. Il faut les mettre dans des salles qui sont aseptiques, dans des salles où l'oxygène est fourni, parce que les globules rouges, leur rôle, c'est de transporter l'oxygène. Il faut éviter que le patient soit en contact avec une bactérie ou bien tout ce qui peut provoquer une infection, parce qu'il n'a plus de lymphocytes, il n'a plus de globules blancs pour lutter contre ça. Il faut maintenir également les fonctions d'hémostase. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va durer pendant longtemps. Tu fais la myéloablation, 24-48 heures plus tard, tu fais une injection de moelle, c'est-à-dire une injection de cellules souches hématopoïétiques. Donc, ce qui fait que l'hématopoïèse va redémarrer en même temps. Donc, c'est un processus assez risqué et ça nécessite des conditions très strictes. Je ne sais pas si vous comprenez ma réponse ou pas. D'accord, oui. Monsieur, Merci beaucoup. Oui. monsieur, en même temps, on effectue aussi une transfusion. Ou bien? Non, ce n'est pas une transfusion qu'on fait. On fait une transplantation de cellules souches, c'est-à-dire, ce n'est pas le sang, comme vous le voyez, qui est détruit. On détruit les cellules jeunes, c'est-à-dire les cellules les plus jeunes qui vont donner naissance aux cellules matures. C'est ça qu'on détruit, la moelle osseuse, ce qui est dans la moelle osseuse. Parce que les cellules matures, ils sont dans la circulation sanguine et ils jouent encore leur rôle. Quand on fait une irradiation, on vise les cellules, le noyau des cellules qui sont immatures. Donc ce sont ces cellules-là qu'il faut remplacer. Et les remplacer constitue à détruire la cellule souche et de mettre une cellule souche qui est normale. Maintenant, c'est cette cellule souche-là qui va se différencier pour donner naissance aux différents autres éléments. Pour recontinuer la fabrication des globules, parce qu'on sait que les globules rouges qui sont au niveau périphérique, ils vont faire 120 jours et au-delà de 120 jours, ils n'en restent plus, ils sont déjà morts. Les globules blancs, au bout d'une semaine, ils sont déjà morts. Les plaquettes, au bout de 10 jours, ils sont déjà morts. Donc, on vise l'usine centrale, c'est-à-dire là où est produit les progéniteurs et les précurseurs au niveau de la moelle osseuse. C'est ça l'origine du myéloplasme. Chez l'homme, il y a un médicament qu'on utilise qu'on appelle le bisulfan. Et le bisulfan, son rôle, c'est de détruire, c'est-à-dire, ce n'est pas une irradiation, mais c'est un médicament. Et ce bisulfan va détruire pratiquement l'hématopoïèse au niveau du tissu hématopoïétique. Ce qui fait qu'après l'administration du bisulfan, tu as la possibilité maintenant de faire une greffe de moelle. C'est-à-dire, vous mettez les cellules souches hématopoïétiques et les cellules souches vont aller jusqu'au niveau de l'endroit où ils doivent être, se loger là-bas et s'installer là-bas et commencer à produire maintenant dans l'usine les différents éléments figurés du sang. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on se comprend? Oui, merci. OK. On peut passer? C'est-à-dire l'injection de moelle osseuse, c'est-à-dire dans la moelle osseuse, il y a les cellules souches, il y a les progéniteurs, il y a les précurseurs et tout ça. Mais ce qui joue réellement le rôle parmi toute cette population cellulaire, c'est les cellules souches. Donc aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent maintenant de ne plus injecter toute la moelle, mais de faire sortir les cellules souches et de transplanter que les cellules souches. Parce que la moelle, il y a plein d'autres cellules qui ne vont pas servir à quelque chose parce qu'ils vont mourir même après transplantation. Les progéniteurs et les précurseurs vont mourir. Il n'y a que les cellules souches qui persistent et qui reconstituent l'hématopoïèse. Et aujourd'hui, les techniques sont tellement développées qu'on a la capacité de trier exactement les cellules souches et de les réinjecter. On n'a pas besoin d'injecter toute la moelle. Donc, la cellule souche hématopoïétique. Donc, c'est une cellule qui est localisée dans la moelle osseuse. Donc, on les retrouve dans le sang, mais très rarement. Donc, c'est des cellules qu'on appelle les CFUS, Colony Forming Unit in the Spleen.
C'est des cellules qui sont peu nombreuses, qui représentent 0,01 à 0,05% des cellules médulaires. Donc, dans la moelle, on n'a que 0,01% de cellules souches hématopoïétiques. Donc, c'est des cellules qui sont très rares. Mais on a besoin d'une seule cellule pour pouvoir reconstituer l'hématopoïèse chez un individu. Donc, c'est des cellules qui sont vraiment puissantes. C'est pourquoi vous entendez toute une histoire autour des cellules souches hématopoïétiques. Parce que ce sont ces cellules-là qui ont la capacité de vous remplacer tout un système. Donc, c'est 0,01. C'est-à-dire, quand vous prenez 100 cellules, vous avez la capacité, vous y trouvez même pas 0,01 cellules. Donc, il faut en prendre jusqu'à presque 10 000 pour pouvoir avoir pratiquement une cellule. Donc, cette cellule-là, à elle seule, oui. Professeur, pardon, j'ai une petite question. Oui. Professeur, je prends la globule rouge comme exemple. Oui. Comme que sa durée de vie est de 120 jours environ. Oui. Et le processus de production des globules rouges est journalier chaque jour. Oui. Est-ce que la libération des nouveaux globules rouges dans le sang est journalier ou la moelle osseuse conserve les globules rouges jusqu'à 120 jours, il libère ça dans le sang? Non, par exemple, quand on vous dit que la durée de vie d'un globule rouge est de 120 jours et que l'organisme produit de manière journalière 210 puissance 9 cellules. Donc, la production, elle est journalière. Par exemple, quand on vous dit 120 jours, il y a des cellules qui vont atteindre 120 jours aujourd'hui. Il y a d'autres cellules qui vont atteindre 120 jours demain. Il y a d'autres cellules qui vont atteindre 100 jours après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc, quand vous produisez des cellules aujourd'hui, vous remplacez les cellules peut-être qui vont atteindre 120 jours demain. Donc, demain aussi, il faut en produire pour après-demain. Après-demain, il faut en produire pour le jour qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, merci, professeur. Donc, les cellules n'ont pas le temps de s'accumuler sur place. C'est compris? Oui, merci. D'accord. Donc, les cellules souches hématopoïétiques sont peu nombreuses, donc 0,1 à 0,05% des cellules médulaires. Ils ne sont pas identifiables morphologiquement. Ça veut dire, quand vous regardez les cellules souches hématopoïétiques sous microscope, vous ne pouvez pas savoir la différence avec n'importe quelle cellule. Toutes les cellules souches hématopoïétiques ressemblent à des petits lymphocytes. C'est pourquoi on vous a dit que morphologiquement, quand vous les regardez sous microscope, vous ne pouvez pas faire la différence entre les cellules souches hématopoïétiques et une autre cellule. Donc, la science aujourd'hui ne permet pas d'observer une cellule et vous dire que cette cellule-là, c'est une cellule souche. Ce n'est pas possible. Ils expriment le marqueur de surface CD34, mais on s'accorde sur le fait que toutes les cellules souches hématopoïétiques ont au moins le marqueur CD34. C'est pourquoi quand on fait les greffes de moelle aujourd'hui, on prend les cellules qui expriment le marqueur CD34 de la moelle osseuse et on transplante ça à un individu parce qu'on est sûr que dans ces cellules-là, il y a des cellules souches hématopoïétiques. Et ils conservent leurs propriétés après congélation à 196 degrés. C'est-à-dire, quand vous prenez un lot de cellules, si vous prenez la moelle par exemple, et vous le congelez jusqu'à 196 degrés, toutes les cellules qui ne sont pas des cellules souches vont mourir. Donc, il n'y a que les cellules souches qui résistent à cette capacité de congélation. C'est pourquoi, avant de procéder à une greffe de moelle osseuse, le greffon est toujours congelé à 196 pour permettre, c'est-à-dire pour tuer l'ensemble des autres cellules qui ne sont pas des cellules souches hématopoïétiques, ce qui permet ensuite, après, de trier ces cellules-là et de les injecter à un individu. C'est pour limiter les effets qui pourraient être liés à l'action des autres cellules, qui peuvent souvent des effets qui sont négatifs. Maintenant, seuls 10% en cours de division dans des conditions physiologiques normales. Donc, dans une moelle donnée, vous avez pratiquement seuls 10% des cellules qui sont en cours de division. Donc, ça, c'est la description des cellules souches hématopoïétiques. Maintenant, ces cellules souches hématopoïétiques est caractérisée par plusieurs options. L'une des propriétés qui caractérise la cellule souche hématopoïétique, c'est la totipotence.
Tout à l'heure, vous avez dit que la totipotence, c'est-à-dire c'est la cellule qui est capable de se diviser et de subir une division et une maturation pour donner naissance à l'ensemble des cellules sanguines qui forment les éléments figurés du sang. Ces cellules ont également capacité d'autorenouvellement, mais également de différenciation. Maintenant, on va voir ces différents termes. Qu'est-ce que c'est que la totipotence? Maintenant, on a répondu à la question tout à l'heure. Maintenant, l'autre question que je vais vous poser, qu'est-ce que c'est que l'autorenouvellement? Monsieur? Oui. C'est les cellules qui sont capables de se renouveler tout seuls. De se renouveler tout seul. Ça, c'est la traduction littérale du mot autorenouvellement. Qui d'autre a une idée de qu'est-ce que c'est que l'autorenouvellement? Docteur? Se renouveler après destruction. Se renouveler après destruction automatiquement. De se renouveler après destruction automatiquement. OK. Qui d'autre a une réponse? Ce sont des cellules qui vont donner des cellules identiques à elles-mêmes. D'accord, ça c'est la vraie réponse. L'autorenouvellement, lorsqu'une cellule est capable de donner une cellule qui lui est exactement identique. C'est ça l'autorenouvellement. Et ça, c'est une propriété qui est très importante en hématologie. Parce que puisque les cellules vont se transformer pour donner des cellules matures, il faut également qu'il, dans l'usine, c'est-à-dire qu'il reste également des cellules qui sont capables de se transformer. Maintenant, si ce sont des cellules qui donnent toujours à tout le monde, s'il n'y a personne d'autre qui lui donne, il n'y aura pas de cellules. C'est pour ça que le phénomène d'autorenouvellement est important. Donc, au même moment qu'il produit des cellules qui vont devenir des progéniteurs, au plus tard des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, au même moment, la cellule est capable de donner des cellules qui vont devenir des cellules souches pour pouvoir garder un potentiel de cellules souches qui est exact au niveau de la moelle. Le nombre de cellules souches est constant au niveau de la moelle. À chaque fois qu'il y a une cellule souche qui part de la moelle pour donner naissance à une cellule mature, au même moment que ça se fait, on produit également, parallèlement, une autre cellule souche. Et ce phénomène qui permet de donner une cellule souche qui est identique à la cellule mère initiale, c'est ce qu'on appelle l'autorenouvellement. Maintenant, la différenciation, c'est la capacité d'une cellule souche à donner naissance à un progéniteur. Ça, c'est une différenciation. Donc, la totipotence. Une cellule souche hématopoïétique est capable de donner naissance à après différenciation, de donner naissance à n'importe quelle cellule du sang. Donc, c'est pourquoi on dit que cette cellule souche, elle est totipotente. C'est la cellule souche qui donne naissance à globules rouges, aux lymphocytes, monocytes, neutrophiles, éosinophiles, basophiles et plaquettes. Donc, cette capacité, on appelle ça la totipotence. L'autorenouvellement, c'est la reproduction à l'identique des cellules souches hématopoïétiques pour maintenir un stock permanent de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle. Parce que si le stock n'est pas maintenu, après la moelle va s'épuiser et que vous produisez plus de cellules. Et ça, c'est catastrophique. Donc, l'autorenouvellement est très important. Ça permet de garder un nombre constant de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle. Après, il y a ça, la différenciation. C'est-à-dire la cellule souche donne naissance à des cellules souches qui sont identiques, ça c'est à ce qu'on appelle la différenciation, mais l'autorenouvellement, mais la cellule souche peut, quant à lui, donner naissance à un progéniteur, c'est-à-dire c'est une différenciation. La différenciation est irréversible, mais caractérisée par ce qu'on appelle la perte également de la totipotence. Maintenant, en réponse à un signal, une cellule souche peut commencer à se différencier de façon irréversible et s'engager ainsi dans une lignée cellulaire. Donc, dès l'instant que la cellule souche s'engage dans la lignée lymphoïde, ça, c'est irréversible. Cette cellule ne peut plus revenir pour donner naissance à une cellule souche. On dit que la cellule est engagée. C'est la même chose que lorsque la cellule s'engage pour donner naissance au progéniteur myéloïde également, il ne peut plus revenir en arrière. On dit que le processus est irréversible. Maintenant, une cellule qui fait comme ça, c'est-à-dire quand tu t'engages dans la lignée lymphoïde, tu ne peux plus donner de cellules myéloïdes, donc tu n'es plus totipotent. C'est pourquoi on dit que cette cellule perd sa totipotence. Donc,
le processus de différenciation est irréversible. On ne peut pas se différencier pour donner naissance à une cellule QC. Et la perte de la totipotence, une cellule qui se différencie n'est plus totipotente. On dit plutôt que cette cellule est pluripotente. Parce qu'il peut donner naissance à plusieurs autres cellules, mais elle ne peut plus donner naissance à toutes les autres cellules. Après, on a parlé des cellules souches hématopoïétiques qui ont ces différentes caractéristiques. Maintenant, on parle des progéniteurs hématopoïétiques. Les progéniteurs hématopoïétiques, donc on rentre dans les différents compartiments de l'hématopoïèse. On avait dit que l'hématopoïèse était composée par les cellules souches, les progéniteurs, les précurseurs et les cellules matures. On a vu les cellules souches, maintenant on va voir les progéniteurs hématopoïétiques. Donc, c'est la première différenciation d'une cellule souche totipotente. La cellule souche totipotente va donner naissance au progéniteur. Première différenciation. Donc, ici, vous avez la cellule souche hématopoïétique. Sous l'action d'un facteur de croissance ou bien d'un signal, va donner naissance au progéniteur. Ce progéniteur peut être le progéniteur lymphoïde ou le progéniteur myéloïde, qu'on appelle le CFU-GEM. Et ce progéniteur lymphoïde définit ce qu'on appelle la lignée lymphoïde. Le progéniteur myéloïde définit la lignée myéloïde. Et maintenant, ces progéniteurs lymphoïdes vont donner plus tard les lymphocytes T, les lymphocytes B et les lymphocytes NK. Donc ça, c'est un processus de différenciation qui permet aux cellules de passer de cellules souches hématopoïétiques à cellules souches au progéniteur lymphoïde. Maintenant, ce progéniteur myéloïde également a la possibilité de donner naissance aux granulocytes, aux érythrocytes, aux monocytes, mégakaryocytes, mais également qu'on appelle encore les plaquettes. Donc, ça, c'est les progéniteurs. Maintenant, le progéniteur, c'est le premier stade du processus de différenciation des cellules souches. Donc, les cellules souches se différencient pour donner naissance aux progéniteurs. Ils sont morphologiquement identiques aux cellules souches, donc vous ne pouvez pas regarder sous microscope et faire la différence entre cellules souches et progéniteurs, parce qu'ils sont identiques du point de vue morphologique. Mais perdent leur totipotence et deviennent pluripotents. Les progéniteurs sont, cette fois-ci, maintenant, ne sont plus totipotents, mais ils sont pluripotents, parce que quand vous regardez ici, vous voyez que le progéniteur peut donner plusieurs cellules, mais ne peut pas donner toutes les cellules. Ce progéniteur également peut donner plusieurs cellules, mais ne peut pas donner des lymphocytes ou bien des T, NK ou B. Donc, ils perdent la totipotence et deviennent pluripotents. Maintenant, ils ont une certaine capacité de renouvellement, mais qui est très faible. C'est-à-dire qu'il y a des progéniteurs qui peuvent s'auto-renouveler. Mais cette capacité d'auto-renouvellement est très faible au niveau de ces progéniteurs. Il y a l'acquisition de nouveaux marqueurs. Donc, tout à l'heure, les cellules souches exprimaient le marqueur CD34, mais cette fois-ci, vous voyez que les progéniteurs expriment le marqueur CD34, mais au-delà de ça, ils expriment le marqueur HLA-DR, mais également d'autres marqueurs. On va voir ça plus tard. Donc, les progéniteurs sont les premiers stades du procès. Donc, les cellules souches se différencient pour donner naissance aux progéniteurs. Les progéniteurs, quand vous les regardez sous microscope, ils ressemblent aux cellules souches hématopoïétiques. Ils perdent la totipotence, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus donner naissance à toutes les cellules, mais ils donnent naissance à quelques cellules qu'on appelle. Donc, dans ce cas, on les caractérise de pluripotents. La capacité de renouvellement, les cellules souches, mais plus faible. Et l'acquisition de nouveaux marqueurs, le CD34, le HLA-DR. Les précurseurs hématopoïétiques. Les précurseurs hématopoïétiques, ce sont les lymphoblastes, les érythroblastes, les monoblastes, les myéloblastes, les mégacaryoblastes. Donc, les lymphoblastes, c'est ceux qui vont donner plus tard aux lymphocytes. Les érythroblastes vont donner plus tard aux globules rouges. Les monoblastes vont donner naissance aux monocytes. Les myéloblastes vont donner naissance aux granulocytes. Les mégacaryoblastes vont donner naissance aux plaquettes. Donc, c'est les premières cellules morphologiquement identifiables.
Donc, on vous avait dit que les cellules souches ne sont pas morphologiquement identifiables, les progéniteurs ne sont pas morphologiquement identifiables. Par contre, les précurseurs sont morphologiquement identifiables parce que quand vous faites un protéine médullaire, ces cellules, vous les regardez sous microscope, vous pouvez voir la cellule et dire que cette cellule est telle cellule. C'est-à-dire, ça peut être un lymphoblaste, un érythroblaste, un monoblaste, un myéloblaste ou bien un mégacaryoblaste. Donc, ils sont morphologiquement identifiables. Donc, c'est des cellules polymorphes, c'est-à-dire qui peuvent épouser plusieurs formes. C'est des cellules qui sont douées d'une grande capacité de maturation, mais également de multiplication. Mais ces cellules perdent la capacité de renouvellement. Ils ne peuvent pas s'auto-renouveler du tout. Les progéniteurs peuvent s'auto-renouveler dans une certaine mesure. Toutes les cellules souches ont la capacité de s'auto-renouveler, mais les précurseurs perdent exclusivement la capacité de renouvellement. Donc, quand vous dites que les précurseurs ont la capacité de s'auto-renouveler, c'est faux. Toujours les précurseurs hématopoïétiques, ils ont une capacité de maturation. Il y a les modifications morphologiques qui s'accompagnent le passage par les différents stades cytologiques successifs. Il y a des caractéristiques qui sont communes. Toutes les cellules, lorsqu'ils passent de cellules souches à cellules matures, ils ont des caractéristiques communes. Donc, ils diminuent de taille. Donc, la cellule souche a une plus grande taille comparée aux autres cellules. Il diminue d'abord de taille. Le rapport nucléocytoplasmique, c'est-à-dire le volume occupé par le noyau par rapport au volume occupé par le cytoplasme également, va diminuer. Diminution de la taille, diminution des rapports nucléocytoplasmiques. Une condensation de la chromatine, mais une disparition des nucléoles, c'est-à-dire les cellules jeunes ont la capacité, c'est-à-dire les érythroblastes. D'une manière générale, vous observez toujours un nucléole, mais au fur et à mesure que l'on progresse dans la différenciation cellulaire, ils perdent ces nucléoles. Il y a une condensation de la chromatine, une diminution des rapports nucléocytoplasmiques et une diminution de la taille de la cellule. Maintenant, par contre, il y a des caractéristiques qui sont communes, qui sont spécifiques à certains types cellulaires lorsqu'ils progressent dans la maturation cellulaire. Il y a ce qu'on appelle la polylobulation du noyau, c'est-à-dire souvent, vous avez que la cellule mère qui est capable de donner naissance au polynucléaire neutrophile a un seul noyau. Mais le polynucléaire neutrophile peut avoir 2 à 5 lobes dans son noyau. Et cette polylobulation, c'est spécifique au polynucléaire neutrophile, c'est-à-dire au polynucléaire d'une manière générale. Il y a l'apparition de granulation cytoplasmique, c'est-à-dire certaines comme les granulocytes. Il y a également une granulation qui apparaît dans le cytoplasme. On parle de lignes granuleuses. Il y a la perte du noyau, ça c'est les globules rouges. Les globules rouges n'ont pas de noyau, alors qu'initialement, les érythroblastes qui étaient responsables de donner les globules rouges avaient un noyau. Il y a un processus qui permet à ces globules rouges de perdre leur noyau. Il y a la synthèse d'hémoglobine. Dans la cellule initiale, il n'y avait pas de l'hémoglobine, mais pour les globules rouges, au cours de son développement, il y a un moment où il y a une synthèse d'hémoglobine, mais ça, vous ne le voyez pas dans les autres cellules. Et il y a l'apparition de marqueurs membranaires spécifiques. Tout à l'heure, on avait dit que au niveau des cellules souches, ils expriment le CD34, les progéniteurs expriment le CD34 et le HLA-DR, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont communes à toutes les cellules. Ça, c'est des caractéristiques qui sont spécifiques à certains types cellulaires. Toujours les précurseurs hématopoïétiques, la multiplication. Donc, on a un précurseur qui a la capacité de subir une division cellulaire pour donner naissance à 2 types de cellules. Et ces cellules-là peuvent tous les 2 subir une division cellulaire pour donner naissance à 4 types. Ensuite, ainsi de suite, d'autres divisions cellulaires. De ce fait, une cellule peut donner naissance à terme 32 cellules. Et à partir de ce moment, à partir de 5 mitoses, il n'y a plus de division cellulaire. On observe à une maturation des cellules qui maturent pour passer dans la circulation sanguine. Donc, c'est pour vous montrer le processus de multiplication. Une cellule se divise pour donner 2, 2 se divise pour donner 4, 4 se divise pour donner 16, ainsi de suite, 8 du moins, ainsi de suite, jusqu'à 32 cellules. Donc, à partir de 5 mitoses, la cellule ne se
ne divise plus, il se différencie uniquement. Donc là, c'est le processus d'hématopoïèse. Maintenant, à partir des précurseurs, vous avez le compartiment des cellules matures. Donc les cellules matures sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse et à partir de ce moment, ils vont se retrouver dans la circulation sanguine. Donc c'est ici dans la moelle osseuse, c'est l'usine de fabrication. Dès l'instant qu'ils atteignent le stade de cellules matures, ils vont se retrouver dans la circulation sanguine, les leucocytes, les érythrocytes, mais également les plaquettes. Et dans la plaquette, il y a deux principales lignées de cellules sanguines. Ça, on l'a vu et revu plusieurs fois. Il y a la ligne lymphoïde à l'origine des lymphocytes, que ce soit les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes NK. La ligne myéloïde à l'origine des érythrocytes, des granulocytes. Les érythrocytes, c'est les globules rouges. Les granulocytes, c'est-à-dire les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Des monocytes, ça c'est un monocyte. Les mégakaryocytes ou on appelle également les plaquettes. Donc, l'hématopoïèse conduit à partir de deux principales lignées à la production de différents types cellulaires en fonction des lignes. Ici, on aborde un peu l'érythropoïèse, mais on va y revenir en détail. Donc, on a, à partir des précurseurs, vous avez le proérythroblaste qui va donner naissance à l'érythroblaste basophile. L'érythroblaste basophile va donner naissance à l'érythroblaste qu'on appelle polychromatophile. Ensuite, vous avez ici l'érythroblaste chromatophile. Et ensuite, vous avez le réticulocyte. Et le réticulocyte va donner naissance à son tour au globule rouge. Maintenant, au niveau de cette étape, c'est-à-dire là où vous avez l'érythroblaste basophile, vous avez ce processus-là qu'on appelle le processus d'expulsion du noyau. Ici, vous avez un bourgeonnement et à partir de cette étape 6, ce bourgeonnement, vous avez une expulsion du noyau pour donner des globules rouges jeunes qu'on appelle les réticulocytes. Et les réticulocytes, à son tour, va donner le globule rouge mature. Vous voyez ici que les éléments précurseurs, c'est-à-dire les éléments qui existaient avant, ils avaient tous un noyau, mais il y a ce processus-là qui permet d'expulser le noyau et le globule rouge n'a plus de noyau. Donc, le globule rouge mature n'a pas de noyau, alors que les éléments qui le précèdent avaient bien un noyau. C'est pourquoi l'érythropoïèse est caractérisée par une perte du noyau, mais également la synthèse de l'hémoglobine, parce qu'il n'y avait pas de l'hémoglobine dans ces cellules, mais lorsque vous arrivez à ce stade, vous commencez à avoir une coloration pigmentaire qui témoigne de la production d'hémoglobine. Mais quand on fera l'érythropoïèse dans les détails, on va revoir sur ce processus de fabrication de l'hémoglobine qui est l'élément qui constitue l'essence même du rôle et des fonctions du globule rouge. Donc l'érythropoïèse, ici, vous partez d'une cellule jeune. Souvent, vous avez ici le GEMM qu'on avait défini tout à l'heure. Et ce GEMM va donner naissance à un CFU mixte, c'est-à-dire c'est le GFEMM. Maintenant, qui donne naissance au BFUE. Le BFUE va donner naissance au CFUE. Et celui-ci donne naissance au proérythroblaste. Le proérythroblaste va donner l'érythroblaste basophile de type 1. L'érythroblaste basophile de type 1 va à son tour donner l'érythroblaste basophile de type 2. Ensuite, l'érythroblaste polychromatophile qui donne naissance à l'érythroblaste lui-même, acidophile. Et l'érythroblaste acidophile va donner naissance au réticulocyte. Et le réticulocyte, en 24 heures, va passer dans la circulation sanguine pour donner naissance à l'hématocyte. Maintenant, ce processus-là qui vous permet de passer au précurseur proérythroblaste jusqu'au l'hématocyte, au réticulocyte, ça se fait en 7 jours. Et ces différentes cellules, on vous avait dit que les précurseurs sont morphologiquement identifiables. Un expert, un individu qui a de l'expérience, lorsqu'il regarde cette cellule sous microscope, il est capable de vous dire que ça, c'est l'érythroblaste. Que c'est le proérythroblaste. Quand il regarde ces cellules, il va vous dire que c'est l'érythroblaste basophile de type 1, de type 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces types cellulaires ont la capacité d'être reconnus sous microscope. Par contre, les progéniteurs et les cellules souches, on ne peut pas les reconnaître sous microscope. C'est comme ça que les gens regardent un étalement pour dire que cet individu est malade.
de telle ou telle maladie ou pas, parce qu'en regardant les cellules sous microscope, vous pouvez avoir la possibilité de dire que ces érythroblastes sont malades ou bien ces érythroblastes sont normales. La quantité est normale ou bien la quantité est diminuée. De la même manière qu'on a abordé, c'est-à-dire l'érythroplase, il y a la granulopoïèse également. Ici, vous avez une cellule qu'on appelle le myéloblaste, qui à son tour va se différencier pour donner naissance au promyélocyte. Le promyélocyte va donner naissance au myélocyte. Vous avez tout à l'heure ce qu'on observait. On dit que la cellule diminue de taille au fur et à mesure. Il y a l'apparition d'une granulation. Il y a des grains qui sont là, mais il y a des granulations secondaires que vous observez. Le promyélocyte. Ensuite, vous avez le myélocyte. Donc, vous avez ici le rapport cytoplasmique diminue parce qu'ici, le rapport cytoplasmique était plus grand, le noyau était très grand ici. Mais par contre, si vous avez une diminution du noyau pour donner naissance à une plus grande capacité de cytoplasme, après, vous arrivez ici, il y a le métamyélocyte et ici, le polynucléaire neutrophile. Donc, ici, c'est le processus, c'est-à-dire la granulopoïèse qui permet de produire les cellules granuleuses ici. Comme exemple, vous avez le polynucléaire neutrophile. Mais par contre, dans un étalement, en frottis sanguin, vous pouvez observer ici un promyélocyte, ici un myélocyte, un métamyélocyte, ou bien un polynucléaire neutrophile. Et suivant la composition, ce que vous observez dans un étalement, la composition sanguine, vous pouvez dire est-ce que cette composition elle est normale ou elle est anormale. Après, il y a la thrombopoïèse. La thrombopoïèse, vous partez toujours ce qu'on appelle des cellules souches hématopoïétiques qui va donner naissance au mégacaryoblaste. Le mégacaryoblaste, à son tour, va donner naissance au promégakaryocyte. Ensuite, il y a le mégakaryocyte et les plaquettes. Pour la lymphopoïèse, pareil, on part toujours de la cellule souche hématopoïétique qui va donner naissance au progéniteur lymphoïde qui peut donner naissance à un progéniteur T et un progéniteur B. Le progéniteur T, lui, il se différencie dans le thymus, d'où son appellation lymphocyte T. Et le procédure B va se différencier au niveau de la moelle osseuse. La différenciation et la maturation va se passer au niveau de la moelle osseuse, alors que pour les lymphocytes T, c'est au niveau du thymus. Donc la différenciation et maturation au niveau de la moelle osseuse va donner naissance à des lymphocytes B. Ça aussi, on va y revenir plus tard parce qu'il y aura un cours. Donc, pour la lymphopoïèse, vous avez deux types de lymphopoïèse. Il y a ce qu'on appelle la lymphopoïèse primitive et la lymphopoïèse secondaire. La lymphopoïèse primitive, c'est la production des cellules lymphoïdes nécessaires aux besoins de l'organisme. C'est-à-dire moelle osseuse pour les lymphocytes B et le thymus pour les lymphocytes T. Par contre, la lymphopoïèse secondaire, c'est une multiplication des cellules matures qui sont soumises à l'association du contact antigénique, adaptation de la réponse immunitaire, c'est-à-dire au niveau des organes lymphoïdes périphériques, ganglions et de la rate. Ce qui se passe avec les lymphocytes, que lorsque vous produisez la moelle osseuse pour fabriquer des lymphocytes en grande quantité, maintenant, ces lymphocytes qu'on produit en grande quantité, ce qu'on appelle des lymphocytes naïfs. Donc, ils n'ont jamais rencontré d'antigène. Maintenant, ces lymphocytes-là, lorsqu'ils n'ont jamais rencontré d'antigène, au bout d'un certain moment, ils meurent. Par contre, les lymphocytes qui ont rencontré d'un antigène subissent ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. Et ces lymphocytes vont être gardés en mémoire parce qu'ils ont rencontrer un antigène avec apprêtement de cet antigène. Maintenant, ce sont ces lymphocytes gardés en mémoire qui constituent ce qu'on appelle la lymphopoïèse secondaire. Alors que la production des premiers lymphocytes, ces lymphocytes naïfs qui n'ont jamais raconté d'antigène, c'est ce qu'on appelle une lymphopoïèse primitive. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, je voulais savoir que vous êtes là. Maintenant, on va bientôt arriver à la fin, si vous êtes fatigué. La régulation de l'hématopoïèse. Donc, on vous dit que l'hématopoïèse, c'est un processus continu. C'est un remplacement continu des cellules sanguines. Ça ne doit pas être interrompu.
Mais également, on ne doit pas produire un excès de cellules, mais on ne doit pas produire également une quantité plus petite de cellules. Donc, ce qui permet de réguler la quantité de cellules produites, c'est tout un ensemble de phénomènes qui est inclus dans un système de régulation de l'hématopoïèse. Ainsi, cette régulation, elle est multifactorielle et c'est fait à l'aide de facteurs de croissance. Ce qui constitue une régulation positive, c'est-à-dire tendance à augmenter le nombre de cellules. Il y a les facteurs de régulation négative, donc il est réprimé, c'est-à-dire diminuer la production de cellules lorsqu'il y en a trop. Et ensuite, tout ceci est fait, baigne dans un environnement, et cet environnement qu'on appelle le stroma médulaire, c'est-à-dire c'est le tissu de soutien de l'hématopoïèse. On parlait de facteurs de croissance, c'est-à-dire facteurs de régulation positive. Et ces facteurs de croissance sont des glycoprotéines de la famille des cytokines capables de stimuler l'hématopoïèse et de synthétiser par divers types de cellules. Donc, les facteurs qui permettent une régulation positive, qu'on appelle encore les facteurs de croissance, sont des glycoprotéines de la famille des cytokines qui sont capables de stimuler l'hématopoïèse, c'est-à-dire lorsqu'il y a peu de cellules, ils stimulent l'hématopoïèse qu'ils en produisent encore. C'est synthétisé par différents types cellulaires. Les cellules sanguines elles-mêmes sécrètent des facteurs de croissance. Les cellules endothéliales, mais également les fibroblastes également synthétisent des facteurs de croissance. Quel est le rôle de ces facteurs de croissance? Le rôle de ces facteurs de croissance, c'est d'intervenir la régulation de la croissance et des fonctions des cellules sanguines. Donc, ils se fixent sur des récepteurs membranaires de grande affinité. Comme mode d'action, vous avez principalement le mode paracrine ou autocrine qui sont à très faible dose. Donc, la différence avec les hormones. Est-ce que vous faites la différence entre ces différentes notions? La notion de paracrine, la notion d'autocrine, mais également la notion d'endocrine. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour répondre? Monsieur. Oui. Paracrine, c'est quand les deux cellules sont adjacentes. Et autocrine sont adjacentes. Autocrine? C'est la cellule elle-même qui fait l'action, qui effectue l'action. Endocrine, c'est par le sang. D'accord. Donc, on dit une action paracrine lorsque la cellule produit le facteur de croissance qui agit sur une cellule voisine. Autocrine lorsque la cellule produit un facteur de croissance qui interagit sur la cellule elle-même. Et lorsque la cellule, les hormones qui sont produites par une glande ou autre, qui produit l'hormone qui est déversée dans le sang, qui va entrer dans le sang pour aller agir sur une autre cellule qui est éloignée. Donc, c'est voir la différence entre la notion de paracrine et la notion d'autocrine qui est le fait des cytokines comparé à la notion d'endocrine qui est le fait des hormones. Parmi les facteurs de croissance, vous avez ce qu'on appelle les facteurs de promotion qui augmentent le nombre de cellules souches en cycle, c'est-à-dire qui permettent de pousser les cellules souches en cycle. Donc, sensibilise les cellules souches totipotentes à l'action des autres facteurs de croissance. Donc, eux, ils préparent les cellules à l'action des cellules qui vont venir. Maintenant, les facteurs de croissance, ils agissent au niveau des stades précoces de l'hématopoïèse, principalement au niveau des cellules souches. Parmi les facteurs de promotion qui agissent à ce stade-là, vous avez l'interleukine 1, l'interleukine 4, l'interleukine 6 et le stem cell factor. Tout à l'heure, on avait parlé des facteurs de promotion, c'est-à-dire ils préparent les cellules à l'action des autres facteurs, c'est-à-dire les cellules ne peuvent pas subir l'action des facteurs multipotents s'ils ne sont pas déjà sensibilisés par les facteurs de promotion. Donc, les facteurs multipotents permettent la survie et la différenciation des cellules souches les plus immatures lorsque celles-ci ont déjà été sensibilisées par les facteurs de promotion.
Donc, pour que ces facteurs puissent agir, il faut au préalable que les facteurs de promotion aient déjà effectué leur rôle. Et ces facteurs multipotents, ils agissent au niveau des stades précoces de l'hématopoïèse, c'est-à-dire au niveau des cellules souches et au niveau des jeunes progéniteurs. Donc, on a le GM-CSF, qu'on appelle le granulocyte monocyte colony stimulating factor, mais également l'interleukine 3. Toujours les facteurs de croissance, après les facteurs multipotents, il y a ce qu'on appelle les facteurs restreints. Ils agissent sur les cellules souches déjà engagées, c'est-à-dire ces facteurs multipotents, ils pouvaient agir sur des cellules souches qui ne sont pas encore engagées. Mais lorsque les cellules souches qui sont déjà engagées, c'est ce qu'ils interviennent, c'est les facteurs restreints. Donc, agir sur les cellules souches déjà engagées en favorisant leur multiplication et leur maturation, effet limité à une seule lignée cellulaire. Stade final de l'hématopoïèse, c'est-à-dire au niveau des précurseurs. Par exemple, vous avez l'EPO, l'érythropoïétine, qui agit que sur la lignée érythrocytaire. Il ne peut pas agir sur les leucocytes, par exemple. C'est pourquoi on dit que ces facteurs sont restreints. Il y a l'interleukine 5 qui n'agit que sur la lignée granuleuse éosinophile, même pas sur la lignée neutre. Donc, c'est restreint également. Le GCSF, qu'on appelle le granulocyte colony stimulating factor, qui n'agit que sur la lignée granuleuse neutrophile. L'interleukine 4, il agit sur les basophiles. Le MCSF qui agit sur les monocytes. L'interleukine 6 et le TPO qui agit que sur la lignée mégakaryocytaire, alors que l'interleukine 7 agit sur la lignée lymphocytaire. Les facteurs de régulation négative, ces facteurs inhibent l'hématopoïèse de façon générale ou spécifique. Donc, c'est quand il y en a trop, il dit il faut arrêter. Donc, ce sont les facteurs de régulation négative. Ils inhibent l'hématopoïèse de façon générale ou spécifique. C'est l'exemple du TGF-bêta, Transforming Growth Factor, qui inhibe la croissance des progéniteurs précoces in vitro. En dehors de ça, vous avez le TNF-alpha, qu'on appelle le tumor necrosis factor, qui est produit par les monocytes et les lymphocytes T, mais également vous avez les interférons, qui sont des protéines produites par de nombreuses cellules, dont les lymphocytes, notamment lorsqu'elles sont attaquées par un virus antimitotique, c'est-à-dire antiviral, ou bien qui active les macrophages et les phagocytes. Donc, c'est les protéines, les interférons qui sont produits par de nombreuses cellules, c'est-à-dire les lymphocytes. Lorsque les cellules sont attaquées par un virus, donc, ils peuvent produire un effet antiviral. Le stroma médulaire, c'est le tissu de soutien et de nutrition de toutes les cellules hématopoïétiques constituées de différents types de cellules ou baignent dans une matrice extracellulaire, c'est-à-dire c'est le milieu dans lequel baignent les cellules souches hématopoïétiques qui constituent le stroma médulaire. Ce stroma médulaire également joue un rôle dans la régulation de l'hématopoïèse. Au niveau de la matrice, c'est-à-dire la partie extracellulaire, sécrétée par des cellules du stroma, c'est un réservoir de facteurs de régulation de l'hématopoïèse. Au niveau, ici, vous avez tout un ensemble d'éléments qui interviennent dans l'hématopoïèse. Et les cellules de la matrice cellulaire osseuse, qu'on appelle les cellules endothéliales capillaires, les fibroblastes, les adipocytes et les lymphocytes, ou bien les monocytes et les macrophages ou les cellules lisses. Toutes ces cellules sont capables de sécréter des facteurs également de croissance qui interviennent sur l'hématopoïèse. C'est-à-dire la matrice extracellulaire sécrète des facteurs de croissance qui interviennent sur l'hématopoïèse, mais également les cellules du stroma, c'est-à-dire les fibroblastes, les adipocytes et autres, eux aussi sécrètent des facteurs de croissance qui interviennent sur l'hématopoïèse. Donc, on en arrive à la fin de ce cours. Dommage, je m'excuse de ne pas pouvoir faire une pause entre les 2 heures. La majorité des cellules sanguines matures sont destinées à vivre seulement de quelques heures polynucléaires à quelques semaines des globules rouges avant d'être détruits. Afin de compenser cette destruction rapide, le système hématopoïétique doit produire environ 10 puissance 13 cellules par jour. Cette intense production journalière a lieu normalement dans la moelle osseuse chez l'homme et est régulée par un système complexe de facteurs de croissance et d'inhibiteurs, le tout dans un écosystème très adapté, le micro-environnement ou stroma médulaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce cours.
Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon... Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez tout compris? Il y a des zones qui ne sont pas claires? Ou bien il n'y a plus personne? Tout le monde est parti. Nous sommes là. Non, c'est bon. Non, C'est cool, là. Non, on est là. Professeur. Professeur. Oui. Professeur, tout est clair, Inch'Allah, mais j'aimerais savoir pour les étapes de l'hématopoïèse. Pour les étapes de l'hématopoïèse. Pour les étapes de l'hématopoïèse, oui. Oui, les étapes, une par une, on doit mémoriser les cellules ou ça suffit de comprendre? Les étapes, il faut les mémoriser, c'est pas énorme. C'est-à-dire, si vous dites qu'au niveau des... tout à l'heure, c'est-à-dire, après ce cours, on va voir, par exemple, l'un des cours, c'est l'érythropoïèse. Quand vous faites l'érythropoïèse, ce sera plus facile pour vous de prendre en compte l'ensemble des cellules qui sont impliquées dans l'érythropoïèse. Après l'érythropoïèse, vous avez la granulopoïèse et ce sera beaucoup plus facile. Ça, c'est un cours, c'est vraiment un cours qui est assez généraliste. D'accord. Maintenant, vous allez prendre le cours qui s'appelle l'érythropoïèse tout court, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit le globule rouge à partir de la cellule souche hématopoïétique. Et en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ce sont des étapes et des cellules qui doivent être retenues. D'accord, merci, c'est gentil. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour, monsieur. Oui. En fait, j'aimerais que vous nous reveniez un peu sur la régulation. C'est là-bas que je n'ai pas compris. La régulation. À quel niveau de la régulation? Bien sûr, toute la régulation. Oui, c'est toute la régulation. Donc ici, la régulation, on vous a dit que au tout début, on a commencé par vous dire que l'hématopoïèse est un processus continu, de remplacement continu, mais également régulé. Par exemple, vous devez avoir un nombre de globules rouges qui tourne aux alentours de 4 à 5 millions par millilitre de sang et un taux d'hémoglobine qui est environ égal à 14 jusqu'à 16 grammes par décilitre. Si vous avez une quantité de globules rouges qui dépasse la normale, c'est pas bon. Si vous avez une quantité en dessous de la normale également, c'est pas bon. Donc, dans ce cas, il faut une interaction, une balance entre des facteurs positifs et des facteurs négatifs qui permettent à chaque fois qu'il y a peu d'augmenter et qu'à chaque fois qu'il y a en excès et de diminuer. Et ces facteurs sont regroupés sous le terme de facteurs de régulation positive qu'on appelle les facteurs de croissance qui permettent d'augmenter les fonctions cellulaires et les facteurs de régulation négative qu'on appelle les facteurs de régulation négative, bien les facteurs qui inhibent l'hématopoïèse. Et tout ceci est calibré, c'est-à-dire par le stroma médulaire, c'est là où le tissu de la moelle osseuse, là où les cellules baignent, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent les cellules. Donc, comprenez qu'il y a une régulation positive, c'est-à-dire qui permet de stimuler la production de cellules, c'est-à-dire d'augmenter la quantité de cellules, et un facteur de régulation négative qui permet de diminuer les quantités de cellules. Et tout ceci doit être en équilibre pour garder un nombre constant dans le sang, d'éléments figurés dans le sang. Et en premier lieu, on vous a parlé des facteurs de régulation positive qu'on appelle encore les facteurs de croissance. Maintenant, ces facteurs de croissance, ce sont des glycoprotéines, c'est-à-dire des cytokines. Leur rôle, c'est la régulation de la croissance et des fonctions cellulaires, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y en a peu, de les augmenter. Donc, ils se fixent sur des récepteurs et ils agissent suivant le mode paracrine, c'est-à-dire les facteurs de croissance peuvent être produits par une cellule
qui agit, c'est-à-dire plus une cellule qui se trouve dans son voisinage. On parle de paracrine, ou bien la cellule elle-même peut produire le facteur de croissance qui agit sur lui-même, qu'on appelle les facteurs autocrines. On dit qu'il faut faire la différence entre ça avec les hormones. Les hormones, c'est une glande qui produit l'hormone et l'hormone va circuler dans le sang pour atteindre encore la cellule dans laquelle il va agir. Donc, on vous a dit que les facteurs de croissance sont divisés en 3 facteurs. Les facteurs de promotion, les facteurs multipotents et les facteurs restreints. Les facteurs de promotion, c'est-à-dire c'est ceux qui préparent la cellule. Tant que ces facteurs ne sont pas intervenus dans la cellule pour les préparer, les autres facteurs ne peuvent pas agir. Donc, parmi les facteurs de promotion, vous avez l'interleukine 1, l'interleukine 4 et l'interleukine 6 ou le stem cell factor qui doivent agir pour préparer la cellule. Tant que ceux-ci n'ont pas agi sur la cellule, les facteurs qui vont venir, qu'on appelle les facteurs multipotents, ne peuvent pas agir. Et ces facteurs multipotents, leur rôle est de réguler maintenant la survie et la différenciation des cellules souches les plus immatures lorsqu'ils ont déjà été sensibilisés par les facteurs de promotion, c'est-à-dire lorsque ces facteurs-là ont déjà agi. Alors que ces facteurs de promotion, leur rôle, c'est d'augmenter le nombre de cellules souches en cycle. C'est-à-dire tant que la cellule souche ne rentre pas dans le cycle cellulaire, il ne peut pas subir l'action d'une autre cellule. C'est-à-dire il ne peut pas subir de division, il ne peut pas subir de différenciation. Et ils sensibilisent, c'est-à-dire ils les rendent sensibles à l'action des facteurs totipotents qui sont ceux-là. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Ou bien vous voulez que j'explique encore? Non, je parle juste de l'étape là où on est. Je vais continuer. Allô? Oui, monsieur, vous entendez. D'accord. Maintenant, une fois que ces facteurs de promotion ont fini d'agir, donc ce sont les facteurs multipotents. Ces facteurs multipotents, ils agissent au niveau des stades précoces, c'est-à-dire ils agissent au niveau des cellules jeunes et au niveau des cellules progéniteurs. Ici, on vous a donné l'exemple de 2 facteurs multipotents, c'est-à-dire le GM-CSF et l'interleukine 3. Ce sont 2 facteurs multipotents. Et ici, on vous avait donné 4 facteurs qui interviennent comme facteurs de promotion. Après qu'il y ait les facteurs multipotents et agis, donc eux, toujours, le rôle, c'est de permettre la survie et la différenciation des cellules. Donc, ils sont des facteurs de croissance et des facteurs de régulation positive. Ils ont tendance à augmenter la quantité et la fonction des cellules. Maintenant, après cela, il y a les facteurs restreints. On dit qu'ils sont restreints parce qu'ils agissent que sur un type cellulaire bien défini. Par exemple, le PO, vous le trouvez que sur les globules rouges. Il ne peut pas agir ailleurs. Donc, c'est des facteurs qui sont restreints à la ligne érythroblastique. Donc, c'est restreint aux globules rouges. L'interleukine 5, vous le trouvez que sur la ligne granuleuse. Donc, c'est des facteurs qui est restreint à cette ligne. Le GCSF est restreint à la ligne granuleuse neutrophile, ainsi de suite jusqu'à l'interleukine 7, qui est restreint à la ligne lymphocytaire. Ça veut dire que vous ne le trouvez pas il n'agit pas sur les autres facteurs. Donc, l'ensemble de ces 3 types de facteurs constituent ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Maintenant, à côté de ces facteurs de croissance qui ont tendance à augmenter la fonction et la quantité des cellules, vous avez les facteurs de régulation négative dont le rôle c'est de diminuer. Le TGF-bêta, il diminue l'hématopoïèse. Le TNF-alpha, il diminue l'hématopoïèse et l'interféron aussi également, il diminue l'hématopoïèse. Donc, ces facteurs, lorsqu'ils agissent, c'est quand les cellules ont tendance à être augmentées au-delà de leur nombre normal, ou bien les fonctions ont tendance à être amplifiées en fonction de ce qu'ils devaient être. Ces cellules, ces facteurs de régulation négative vont agir maintenant pour diminuer. Et parmi les facteurs de régulation négative, vous avez le TGF-bêta, dont le rôle c'est d'inhiber de façon générale ou spécifique l'hématopoïèse. Ils inhibent la croissance des progéniteurs précoces. Donc, si vous avez trop de globules rouges qui sont produits, le TGF-bêta va intervenir pour inhiber l'action des progéniteurs, c'est-à-dire des érythroplastes, des BFUE, pour leur demander de détruire leur vitesse parce qu'il y en a trop. Le TNF-alpha, qui est produit par les monocytes macrophages également, le rôle, c'est d'inhiber l'hématopoïèse. Il y a les interférons. Par exemple, lorsqu'il y a des infections virales, les cellules ont tendance à être produites en quantité élevée.
Maintenant, les interférons, le rôle, c'est d'agir sur le virus, c'est-à-dire détruire le virus pour jouer une activité antivirale en détruisant les lymphocytes qui sont infectés. Après, il y a le stroma médullaire. On vous a dit que le stroma médullaire, c'est l'environnement dans lequel se trouve la cellule. Et cet environnement est composé de deux parties. Il y a la matrice extracellulaire, mais également les cellules du stroma, c'est-à-dire le stroma lui-même. La matrice produit des facteurs qui permettent de réguler l'hématopoïèse, qui peuvent être des facteurs de croissance, également des facteurs de régulation négative. Mais il y a les cellules également. Toutes ces cellules également sont capables de sécréter également des facteurs qui interviennent dans l'hématopoïèse. Donc, ces facteurs peuvent être des facteurs positifs comme des facteurs négatifs. C'est pour vous dire que les facteurs de croissance jouent un rôle, les facteurs qui inhibent l'hématopoïèse jouent un rôle, mais le stroma médullaire, c'est-à-dire l'environnement médullaire elle-même, joue un rôle. Donc voilà, c'est ça qu'on dit par rapport aux facteurs de croissance. Maintenant, si vous avez quelque chose de manière spécifique que vous ne comprenez pas sur les facteurs de croissance, vous dites. Monsieur? Oui. L'interleukine 6, si je ne me trompe pas, vous l'avez cité dans les facteurs restreints et facteurs de promotion. Oui. Il n'y a pas de problème sur ça. Non, ça dépend des stades dans lesquels ils agissent. C'est-à-dire, il y a plusieurs, ils peuvent être, c'est là, l'interleukine 6. C'est un facteur de promotion dans ce stade. Quoi vous pensez que c'est? C'est un facteur de promotion. C'est-à-dire, ils peuvent, ici, la promotion, c'est préparer la cellule à l'action des autres. C'est-à-dire, il faut commencer à agir au niveau de ce stade et continuer plus tard dans des stades beaucoup plus tardifs. Et vous allez voir plus tard aussi que l'interleukine 1, il n'agit pas seulement au niveau des facteurs de promotion. Vous ne serez pas étonné si vous le trouvez plus tard agir sur une autre lignée de manière restreinte. Mais ici, quand vous êtes arrivé, ça c'était sur les cellules souches, mais quand vous êtes arrivé ici au niveau de l'interleukine 6, il peut agir au niveau de la lignée mégakaryocytaire dans ce stade, alors que lorsque le stade est assez avancé, il ne peut plus agir sur le niveau de la lignée granuleuse, c'est-à-dire lorsque les cellules sont engagées. C'est juste une question comme ça. D'accord. Merci. Oui. Il n'y a pas d'autres questions ou bien d'autres éclaircissements? Mais ce cours est vraiment général. Quand on va commencer à voir exactement ligne par ligne, ce sera beaucoup plus spécifique peut-être et beaucoup plus clair. C'est bon pour tout le monde? Il y a d'autres questions? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Non, monsieur. Okay. Oui, allez, merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là. Okay. Merci. Jusqu'à la prochaine fois.